Madame, si vous signez ici, tout sera réglé. Ce n'est qu'une formalité. La phrase a été prononcée avec douceur, presque avec bienveillance. Trop de douceur, justement. Elle flottait haut au-dessus de la table comme un voile, destiné à masquer ce qu'elle exigeait réellement de moi. J'avais 60 à 14 ans. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti un froid précis me parcourir l'échine. Nous étions à Reims, dans le bureau impersonnel d'un cabinet que je ne connaissais pas. Les murs étaient blancs, décorés de cadres sans âme. En face de moi, mon gendre, Laurent, feuilletait des papiers d'un air faussement détendu. À sa droite, ma fille, Claire, évitait mon regard. Elle observait ses mains, jointes sur ses genoux, comme si la scène se déroulait sans elle. Je me suis penchée vers le document. Les mots dansaient légèrement, pas à cause de mon âge, contrairement à ce qu'ils aimaient suggérer, mais parce que je comprenais trop bien ce que je lisais. Une procuration générale, étendue, définitive, ou presque. C'est pour t'aider, maman, a murmuré Claire. Enfin. Sa voix tremblait. Tu sais bien qu'on ne veut que ton bien. Ton bien. Ces mots-là, je les avais déjà entendus. Toujours au moment précis où l'on s'apprêtait à me retirer quelque chose. Laurent a souri. Ce sourire maîtrisé, professionnel, celui qu'il utilisait dans les réunions, dans les dîners mondains, dans toutes les situations où il fallait paraître irréprochable. Il a tapoté le dossier devant lui, une chemise épaisse, soigneusement organisée. « Vous êtes fatiguée, madame ?» a dit calmement. « À votre âge, la gestion devient compliquée. Avec cette signature, vous n'aurez plus à vous inquiéter de rien. À votre âge. » Je me suis redressée. Lentement. Je n'ai pas pris le stylo. « Et si je ne signe pas ?» ai-je demandé. Un silence. Bref. Trop bref. Puis Laurent a repris, toujours et ce serait dommage. Disons que cela compliquerait inutilement les choses. Inutilement. Pour qui? J'ai tourné la tête vers Claire. Tu es d'accord avec ça? Elle a hésité. 1 seconde. 2 secondes. Ce temps minuscule m'a tout dit. Laurent s'y connaît, a hâté à elle, finit par dire. Il a déjà tout préparé. Préparé, sans moi. J'ai alors compris que ce rendez-vous n'était pas une discussion. C'était une mise en scène. Un décor neutre, des mots choisis, un dossier, déjà prêt. Tout avait été pensé pour que je cède sans bruit, sans scandale, sans résistance. Une déposition élégante. J'ai posé mes mains sur la table. Elles ne tremblaient pas. Ce détail m'a surprise, moi-même. Je veux rentrer, je dis. Laurent a froncé les sourcils. Pour la première fois depuis le début, son masque a légèrement glissé. Madame, nous sommes venus exprès. Je n'ai pas signé, j'ai répondu. Donc rien n'est réglé. Claire a levé les yeux vers moi, affolée. Maman, tu ne peux pas partir comme ça. Si, je le pouvais. Et je l'ai fait. Dans le couloir, mes pas résonnaient sur le sol lisse. Je sentais le regard de Laurent dans mon dos. Un regard qui calculait, qui évaluait, qui cherchait déjà une autre stratégie. Dans l'ascenseur, mes jambes ont fléchi un instant. J'ai dû m'appuyer contre la paroi métallique. Pas de peur. De lucidité. Dehors, l'air de Reims était froid, sec. La cathédrale se dressait au loin, indifférente à mon trouble. Je me suis assis sur un banc. C'est là, dans ce silence brutal, que le déclic s'est produit. Il ne me voyait plus comme une mère. Il me voyait comme un patrimoine. Et Laurent, derrière son sourire poli, croyait déjà avoir gagné. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais vu autre chose. Dans ce bureau, quelque chose qu'il pensait parfaitement dissimuler. Une incohérence. Une date. Une pièce manquante. Un détail minuscule, mais révélateur. Le genre de détail qu'on ne remarque que lorsqu'on a vécu longtemps et appris à se taire pour observer. Je me suis relevée lentement. J'ai sorti de mon sac un carnet. Un vieux carnet, ligné, usé, que je gardais toujours sur moi. J'y ai noté l'heure. Le lieu. Des mots exacts prononcés par Laurent. La réaction de Claire. Le nom du cabinet. Je n'étais pas en train de fuir. Je commençais à constituer un dossier. Laurent croyait que je rentrerais chez moi, confuse, honteuse, prête à signer au prochain rendez-vous. Il croyait que le temps jouerait contre moi. Il se trompait. Car ce jour-là, à Reims, quelque chose avait changé.
Je n'étais plus une vieille femme à convaincre. J'étais une femme qui préparait sa défense. Et très bientôt, ce serait lui qui tremblerait devant le dossier. Avant ce rendez-vous à Reims, avant ce bureau trop blanc et ce dossier trop bien rangé, il y avait eu une autre histoire. Une histoire longue, ordinaire, tissée de gestes répétés et de concessions silencieuses. C'est vers elle que mes pensées sont revenues le soir même, assise, seule, à la table de la cuisine, le carnet ouvert devant moi. J'avais élevé Claire presque seule. Son père était parti tôt, laissant derrière lui des promesses creuses et des absences lourdes. J'avais appris à faire tenir une maison avec peu, à transformer la fatigue en énergie, à cacher mes peurs derrière une organisation irréprochable. Claire avait grandi dans cette rigueur aimante. Je voulais qu'elle ne manque de rien, surtout pas de stabilité. Alors je m'étais effacée sans compter, persuadée que l'amour se mesurait à l'endurance. Quand elle a rencontré Laurent, je n'ai rien vu venir. Il était poli, attentif, toujours prêt à aider. Il parlait bien, se tenait droit, regardait les gens dans les yeux. Il travaillait dans la finance, disait à il, et cela semblait sérieux, rassurant. J'avais été soulagée, presque reconnaissante. Ma fille serait protégée. Je n'avais pas compris que ce type de protection a souvent un prix. Au début, Laurent se montrait charmant avec moi. Il m'appelait maman, avec une aisance qui m'avait émue. Il s'occupait des papiers quand il passait à la maison, proposait de simplifier certaines démarches. Je le laissais faire. J'avais toujours cru que déléguer, c'était faire confiance. Et j'étais fatiguée. Fatiguée d'avoir toujours tout porté seule. Peu à peu, les rôles se sont déplacés. Laurent ne demandait plus vraiment. Il informait. J'ai regardé tes relevés. J'ai parlé au conseiller. J'ai fait une simulation. Claire acquiesçait, silencieuse. Je me disais que c'était normal. Les temps changent. Les enfants savent mieux que nous. Cette phrase, je me la répétais souvent pour étouffer un malaise diffus. Il y a eu aussi les premières remarques, glissées comme par inadvertance. Tu devrais te reposer davantage. Les chiffres, c'est compliqué, surtout maintenant. Je souriais. Je répondais que j'allais bien. Je n'avais jamais aimé me plaindre. Et puis, reconnaître une fragilité, c'était risquer d'ouvrir une porte qu'on ne referme pas. La maison, pourtant, était toujours à mon nom. Mon refuge, mon histoire. Laurent en parlait comme d'un actif. Il faudrait anticiper. Optimiser. Ces mots me faisaient l'effet de pierre froide. Mais je me taisais. Je pensais protéger Claire. Je pensais préserver l'harmonie. Je confondais encore la paix et l'abdication. Avec le recul, je vois les signaux. Les réunions organisées sans moi. Les décisions prises dans l'intérêt de tous. Les phrases où mon avis devenait un détail. Je me souviens d'un déjeuner où Laurent a parlé de gestion future, en me regardant comme on regarde un problème à résoudre. Claire n'a rien dit. Son silence m'a blessée plus que les mots de son mari. Je n'étais pas naïve. J'avais vécu. Mais j'avais aussi appris à minimiser pour tenir. À transformer l'inquiétude en patience. À croire que l'amour maternel pouvait absorber les frottements. Je n'avais pas compris que ce que Laurent appelait organisation était une prise de contrôle progressive, douce, presque élégante. Le soir, en rangeant mes papiers, je repensais à tout cela. À la façon dont j'avais glissé, sans bruit, du centre vers la périphérie. À la manière dont ma parole s'était raccourcie, mes questions espacées. À cette habitude que j'avais prise de demander la permission pour des choses qui m'appartenaient. Je me suis revue plus jeune, notant chaque dépense, chaque échéance, pour que rien ne manque. Cette femme-là n'avait pas disparu. Elle était là, sous la fatigue, sous la politesse. Elle observait. Elle attendait. Et, ce soir-là, elle reprenait sa place. J'ai compris que le rendez-vous de Reims n'était pas une initiative isolée. C'était l'aboutissement d'un mouvement lent, commencé bien avant. Une pente douce qui menait à ma dépossession. Et j'ai compris aussi que, si je voulais rester digne, je devais cesser de confondre confiance et abandon. J'ai fermé le carnet. J'ai respiré profondément. Le passé n'était pas un fardeau, il était un guide. Il me montrait où j'avais cédé trop tôt, et où je pouvais encore me tenir droite. Ce n'était pas encore le moment d'agir ouvertement. Mais c'était celui de comprendre. Et, dans cette compréhension retrouvée, je sentais déjà se dessiner la suite. Une suite méthodique, silencieuse, qui ne laisserait rien au hasard. Les premiers signes n'ont pas pris la forme d'une attaque frontale. Ils se sont installés lentement, presque poliment.
comme une habitude qu'on accepte sans s'en rendre compte. À l'époque, je n'aurais jamais parlé de manipulation. J'aurais dit que c'était l'âge, le monde qui change, les enfants qui prennent le relais. J'avais encore cette confiance naïve dans l'équilibre familial, cette croyance selon laquelle chacun cherche naturellement le bien de l'autre. Au début, Laurent se contentait de commenter. Tu devrais éviter de te fatiguer avec tout ça. Les papiers, c'est compliqué, surtout maintenant. Il disait cela avec un sourire, parfois même avec une tape légère sur mon bras, comme pour souligner sa sollicitude. Je répondais que j'allais bien, que je gérais. Je ne voulais pas paraître méfiante. Je ne voulais surtout pas passer pour une vieille femme sur la défensive. Mais puis les commentaires sont devenus des décisions. Laurent ne proposait plus. Il annonçait « J'ai appelé la banque. J'ai regardé pour les assurances. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller. Il parlait vite, avec assurance, utilisant des mots techniques qui me donnaient l'impression d'être en retard sur quelque chose d'essentiel. » Claire hochait la tête à côté de lui. Elle me regardait parfois, brièvement, avec un air gêné, puis détournait les yeux. Je me suis mise à douter, non pas de mes capacités, mais de ma légitimité. Était-ce encore mon rôle? Était-ce que je ne ferais pas mieux de les laisser faire? Cette question revenait souvent, insidieuse. Je sentais que ma parole pesait moins, qu'elle devait être justifiée, expliquée, traduite. Quand je posais une question, Laurent répondait longuement, comme à une élève appliquée mais dépassée. Je remerciais. Toujours. Un jour, j'ai voulu consulter mes relevés bancaires. Laurent était là. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et a dit « Ce n'est pas très lisible comme ça, je t'expliquerai plus tard. » Plus tard n'est jamais venu. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai senti une petite humiliation, discrète, mais nette, comme si on venait de me retirer un objet des mains en prétextant qu'il était trop lourd pour moi. Mais les réunions familiales ont changé de ton. On parlait de prévoir, d'anticiper, d'organiser la suite. Ces mots flottaient autour de moi sans jamais me viser directement. J'étais là, mais jamais vraiment incluse. On parlait de mon avenir comme d'un dossier à traiter. Quand je tentais d'intervenir, Laurent reformulait mes propos, les simplifiait, parfois les corrigeait. Je me taisais. Je ne voulais pas créer de malaise devant Claire. C'est cela, le plus difficile à reconnaître, le silence de ma fille. Elle ne me contredisait pas ouvertement, mais elle ne me soutenait pas non plus. Son absence de réaction pesait plus lourd que n'importe quelle remarque. Je me disais qu'elle était prise entre deux loyautés. Je lui trouvais des excuses. Encore, avec le temps, j'ai commencé à me surveiller, à préparer mes phrases, à éviter certains sujets. Je faisais attention à ne pas paraître confuse, lente, émotive. J'avais peur que le moindre signe de fatigue soit interprété comme une preuve. Une preuve de quoi, exactement? Je n'osais pas me le formuler. Mais je le sentais. Quelque chose se construisait sans moi. Un après-midi, Laurent a évoqué, presque en passant, la question d'une procuration. Ce serait plus simple pour tout le monde. Il a dit cela comme on parle d'un abonnement ou d'un formulaire banal. Mon cœur s'est serré. J'ai répondu que j'y réfléchirais. Il a souri, satisfait, comme s'il avait simplement planté une graine. Je suis rentrée chez moi ce soir, avec un malaise persistant. J'ai ouvert un tiroir. J'ai ressorti de vieux papiers, des factures, des relevés anciens. Je me suis rendu compte que je comprenais toujours. Lentement, peut-être, mais clairement. Ce n'était pas une question de capacité. C'était une question de place. Les petites humiliations n'étaient pas spectaculaires. Elles étaient répétées, constantes, enveloppées de bonnes intentions. Elles visaient à me faire douter de moi, à me faire accepter qu'on décide à ma place. Et, pendant longtemps, j'avais collaboré, par amour, par fatigue, par peur de briser quelque chose d'essentiel. Ce jour-là, en rangeant mes papiers, j'ai senti une résistance sourde se réveiller. Une voix intérieure, calme, mais ferme, qui murmurait « Observe, note, ne dis rien ». Je ne savais pas encore comment ni quand, mais je comprenais enfin une chose. Ces petites humiliations n'étaient pas anodines. Elles préparaient le terrain. Et moi, sans bruit, je commençais à me tenir autrement. La goutte d'eau n'est pas arrivée sous la forme d'une crise. Elle s'est présentée un matin ordinaire, sans éclat, précisément pour cette raison plus violente encore. J'étais chez moi quand Claire m'a appelée. Sa voix était trop calme, trop posée. « Maman, Laurent a pris rendez-vous à Reims. Ce sera plus simple comme ça. Plus simple. » Je n'ai pas compris tout de suite.
Un rendez-vous pourquoi? Elle a hésité, puis a répondu. Pour faire le point. Surtout. Les comptes, la maison, l'avenir. L'avenir. Le mien, donc. Je me suis retrouvée quelques jours plus tard dans ce bureau impersonnel, celui que je n'avais pas choisi. Laurent était déjà installé, sûr de lui. Les documents étaient prêts. Une chemise épaisse, bien ordonnée, posée devant lui comme une promesse de clarté. Il parlait vite, avec assurance, déroulant des termes juridiques comme on déroule un tapis, pour éviter qu'on regarde le sol. Vous voyez, madame, c'est simplement une mise en conformité, disait Aïl. À votre âge, il faut anticiper. Je n'ai pas répondu. J'écoutais. Et c'est là que j'ai compris. Pas d'un coup, mais par touches successives. La procuration. Générale. Immédiate. Les simulations de transfert. La mention d'une gestion déléguée. Tout était prêt. Tout, sauf mon consentement réel. J'ai demandé à lire. Laurent a marqué une pause. Une micro à seconde. Puis il a souri. Bien sûr, c'est en lisant que j'ai vu l'anomalie. Une date incohérente. Une référence bancaire qui ne correspondait pas à mes relevés. Et surtout, une phrase qui m'a glacée. L'amendante reconnaît être dans l'incapacité temporaire de gérer seule ses affaires. Incapacité temporaire, disait Aïl. Comme si cela rendait la chose acceptable. J'ai levé les yeux vers Claire. Tu savais? Elle n'a pas répondu. Elle regardait ses mains. Ce silence, Allah, m'a frappé plus fort que n'importe quel mot. J'ai compris que ce rendez-vous n'était pas une discussion, mais une tentative d'éviction déguisée. Une escroquerie douce, enveloppée de bonnes intentions et de termes techniques. Laurent a repris. C'est pour vous éviter des soucis. Et puis, vous nous faites confiance, n'est-ce pas? Cette phrase a fait basculer quelque chose en moi. La confiance, je l'avais donnée. Largement. Et on s'apprêtait à l'utiliser contre moi. Je me suis levée, lentement. Je ne signerai rien, aujourd'hui. Il a pâli. Pour la première fois, son assurance s'est fissurée. Ce serait dommage de compliquer les choses. Complicité, quoi? Leur plan? Je suis sortie sans élever la voix. Dans l'ascenseur, mes jambes tremblaient. Pas de peur. De lucidité. Dehors, l'air de Reims m'a saisi. J'ai marché longtemps, jusqu'à un banc. C'est là que j'ai enfin laissé venir les larmes. Pas de honte. De colère froide. Ils n'avaient pas seulement parlé à ma place. Ils avaient écrit à ma place. Décidé à ma place. Et ils comptaient sur mon silence, sur ma fatigue, sur mon amour de mère, pour que tout se fasse sans résistance. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas face à une maladresse familiale, mais à un acte d'injustice concret. Une tentative de dépossession légale. Et j'ai compris aussi que, si je ne réagissais pas maintenant, je disparaîtrais administrativement avant même de m'en rendre compte. De retour chez moi, j'ai sorti mon carnet. J'ai noté la date, le lieu, les phrases exactes, les documents. J'ai relu calmement ce que j'avais écrit. Ma main était ferme. Ma mémoire claire. La goutte d'eau était tombée. Et, dans ce silence soudain, une décision s'est imposée à moi avec une netteté implacable. Je ne serai plus la femme qu'on rassure pour mieux l'écarter. Je ne serai plus celle qu'on invite à signer sans comprendre. Ils avaient franchi une ligne. À partir de cet instant, je n'étais plus seulement une mère inquiète. J'étais une femme qui allait se défendre. Et cette défense serait méthodique, légale, irréprochable. Sans cri, sans scandale, mais sans concession. Les nuits qui ont suivi ce rendez-vous à Reims ont été longues, morcelées, peuplées de pensées qui revenaient sans cesse au même point. Je me couchais tôt, épuisée par la tension, et je me réveillais au milieu de la nuit avec la sensation d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Alors je me levais, j'allais jusqu'à la cuisine, je m'asseyais à la table, sans allumer la lumière. Le noir me protégeait, il m'obligeait à écouter ce qui se passait en moi. Je revoyais la chemise cartonnée, la phrase sur le « incapacité temporaire », le silence de Claire. Ce silence me faisait plus mal que la manœuvre de Laurent. Lui, au moins, agissait. Ma fille, elle, s'était retirée. Était-ce par faiblesse? Par peur? Ou parce qu'elle avait déjà accepté une version de l'histoire où je n'avais plus toute ma place? Ces questions me hantaient, mais je savais qu'y répondre trop vite serait une erreur. Parfois, je pensais à mon âge. 60 à 14 ans.
J'avais l'impression qu'il s'en servait comme d'un argument invisible, jamais frontal, toujours sous-entendu. Comme si les années pouvaient, à elles seules, invalider une vie entière de lucidité. Cette pensée me mettait en colère, mais une colère froide, contenue, celle qui ne crie pas, mais qui décide. Un soir, j'ai sorti le carnet de mon sac, celui que je gardais depuis longtemps, presque par habitude. Je l'ai ouvert à une page blanche et j'ai écrit la date. Puis, très calmement, j'ai noté tout ce dont je me souvenais. Les mots exacts de Laurent, la formulation des documents, l'attitude de Claire. J'ai écrit sans chercher à arranger, sans dramatiser. Juste les faits. Mettre ces choses par écrit m'a procuré un soulagement inattendu. Je n'étais pas confuse. Je n'avais rien imaginé. Tout était là, noir sur blanc. Les jours suivants, j'ai commencé à observer autrement. Les appels de ma fille. Les messages de mon gendre. Leur ton. Leur fréquence. Je répondais eux. Poliment. Je disais que j'étais fatiguée, que j'avais besoin de temps. Personne n'insistait trop. J'ai compris qu'il préférait attendre, persuadé que la pression finirait par faire son œuvre. À l'intérieur, pourtant, quelque chose se clarifiait. Je sentais monter un conflit intérieur intense. Une part de moi voulait confronter immédiatement, dire ma colère, exiger des explications. Une autre part, plus silencieuse mais plus ferme, me retenait. Elle me disait que la précipitation me ferait perdre l'avantage, que je devais comprendre avant d'agir, que, pour une fois, le silence pouvait être un outil, et non une fuite. Je me suis mise à rassembler mes papiers, lentement, méthodiquement. Les actes, les relevés, les courriers anciens. Je les étalais sur la table, puis je les rangeais par catégorie. Cette activité simple me calmait. Elle me rappelait que j'avais toujours su gérer, organiser, anticiper. Rien de tout cela n'avait disparu avec les années. Je priais aussi, à ma manière. Pas comme on prie pour obtenir un miracle, mais comme on cherche un ancrage. Je demandais de la clarté, de la justesse. Pas de vengeance. Pas de réparation spectaculaire. Juste la force de ne pas me trahir moi-même dans ce qui venait. Un matin, en relisant mes notes, une évidence s'est imposée. Je ne pouvais plus me contenter d'intuition. Il me fallait des repères solides, des conseils extérieurs, des professionnels qui parleraient un langage que Laurent respectait, celui du droit, des règles, des preuves. Cette pensée m'a fait peur, d'abord. Demander de l'aide, c'était reconnaître que la situation était grave. Puis cette peur s'est transformée en détermination. Je n'avais pas à affronter cela seul, comme je l'avais fait toute ma vie. Cette fois, je pouvais m'appuyer sur la loi. J'ai refermé le carnet. J'ai respiré profondément. Rien n'était encore visible à l'extérieur, mais, à l'intérieur, une ligne avait été tracée. Je savais désormais ce que je ne ferais plus. Signer sans comprendre, faire confiance sans vérification, me taire pour préserver une paix qui m'effaçait. La prise de conscience était là. Claire et Laurent l'ignoraient encore. Ils croyaient que le temps jouerait contre moi. Ils ne savaient pas que, dans ces nuits d'insomnie, je préparais déjà la suite. Pas dans la colère, dans la lucidité, la préparation n'a pas commencé par un geste spectaculaire. Elle a débuté par une décision intérieure, ferme, silencieuse. Je ne serai plus jamais seule face à leurs mots. Je ne m'appuierai plus sur la mémoire ou l'intuition seulement. J'allais m'appuyer sur le droit. J'ai pris rendez-vous avec un notaire dont je n'avais jamais franchi la porte. Un homme, recommandé par une voisine, sans lien avec ma famille, sans passé commun. Le jour venu, j'ai traversé la ville avec un dossier sous le bras, le carnet glissé à l'intérieur. Dans la salle d'attente, je me suis surprise à être calme. Pas rassurée, calme. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, je marchais dans la bonne direction. Je n'ai pas raconté ma vie. J'ai exposé les faits. Le rendez-vous à Reims, la procuration générale, la mention d'incapacité, les dates incohérentes. Le notaire m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a pris un temps, puis il a dit « Madame, ce qu'on a tenté de vous faire signer est extrêmement engageant, et vous avez eu raison de ne pas signer. » Ces mots ont eu un effet immédiat. Ils validaient ce que je ressentais sans l'avoir encore formulé clairement. Je n'exagérais pas. Je n'étais ni confuse, ni suspicieuse à l'excès.
J'étais face à une tentative de prise de contrôle. Nous avons tout repris, point par point. Mes comptes, mes biens, les éventuelles procurations existantes. J'ai appris à distinguer ce qui pouvait être fait légalement de ce qui relevait de l'abus. Le notaire m'a conseillé de sécuriser immédiatement certaines choses. Révoquer toute procuration, prévenir les banques, centraliser les documents. Il ne parlait pas de conflit familial. Il parlait de protection. Les jours suivants ont été consacrés à cela. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, à mon seul nom, dans une autre agence. J'y ai transféré ce qui m'appartenait légitimement. J'ai demandé des relevés détaillés, des historiques. J'ai fait opposition à toute démarche que je n'aurais pas initiée moi-même. Chaque signature était précédée d'une lecture attentive. Je posais des questions. Beaucoup. Sans m'excuser. En parallèle, j'ai consulté un avocat. Là encore, sans annoncer quoi que ce soit à ma fille ou à mon gendre. Je voulais comprendre, pas attaquer. L'avocat a confirmé ce que le notaire avait dit. Certaines formulations utilisées dans le dossier de Reims étaient graves. Elles supposaient une altération de mes facultés qui n'avait jamais été constatée médicalement. Autrement dit, on avait parlé à ma place, sans preuve, sans droit. Cette confirmation m'a fait l'effet d'un sol ferme sous les pieds. Je n'étais plus seulement une mère blessée. J'étais une citoyenne protégée par la loi. À la maison, je continuais à vivre comme avant. Je répondais aux messages de Claire avec politesse. Je disais que j'étais fatiguée, que j'avais besoin de temps. Laurent se montrait plus prévenant, presque empressé, et il proposait de reprogrammer un rendez-vous. Je refusais calmement. Je disais que je voulais réfléchir. Il croyait sans doute que je reculais. En réalité, je verrouillais. Chaque soir, je notais tout dans mon carnet. Les appels. Les mots exacts. Les silences. Ce rituel me donnait une sensation de maîtrise nouvelle. Je n'étais pas en guerre. J'étais en ordre. Un jour, j'ai pris une décision supplémentaire. J'ai rassemblé dans une chemise distincte toutes les pièces liées au dossier de Reims. Les documents vus, les formulations, les dates. J'ai intitulé cette chemise simplement Reims, pas problème, pas conflit. Un lieu, un fait. Cela suffisait. Je sentais parfois monter une tristesse sourde. Claire restait ma fille. Cette douleur à là ne disparaîtrait pas par décret, mais elle n'entravait plus mon jugement. J'avais cessé de vouloir être comprise à tout prix. Je voulais être respectée. À mesure que la préparation avançait, une chose devenait claire. Laurent avait cru que mon âge me rendrait docile. Que la pression familiale suffirait. Il n'avait pas prévu que je choisirais la voie la plus redoutable. Celle de la méthode, du calme, des preuves. Je ne préparais pas une vengeance. Je préparais une protection irréversible. Et je savais désormais que, le jour où le dossier serait posé devant lui, ce ne serait pas moi qui tremblerais. La préparation touchait à sa fin. Tout était en place. Il ne me restait plus qu'à attendre le bon moment. Celui où la vérité, enfin, n'aurait plus besoin de ma voix, pour parler. Le moment de la confrontation n'a pas eu lieu comme il l'avait imaginé. Il n'y a pas eu de convocation officielle, ni de ton menaçant. Il est arrivé parce que j'ai cessé de me dérober, et parce que j'ai choisi le terrain où les mots comptent moins que les preuves. J'ai accepté un rendez-vous à Reims quelques semaines après le premier. Cette fois, je n'étais pas seule. Le lieu n'avait rien d'ostentatoire, une étude sobre, une table claire, des dossiers rangés avec précision. J'ai posé mon sac à côté de moi, calmement. Laurent est entré le dernier, sûr de lui, comme à son habitude. Il a souri. Ce sourire lisse qu'il réservait aux situations qu'il croyait maîtriser. Claire s'est assise à côté de lui, le regard fuyant. Je n'ai pas parlé en premier. J'ai attendu. Le notaire a ouvert la séance d'une voix neutre. Puis il m'a donné la parole. J'ai sorti la chemise que j'avais préparée. Elle n'était pas épaisse par hasard. Elle l'était parce que j'avais pris le temps. J'ai commencé par les faits. Sans commentaire inutile. La procuration générale. La mention d'incapacité temporaire. Les dates incohérentes. Les références bancaires erronées. J'ai posé les documents un à un sur la table, dans l'ordre. Chaque feuille trouvait sa place comme une pièce de puzzle. Laurent me regardait encore avec condescendance, persuadé que tout cela finirait par une discussion raisonnable. Puis, le notaire a pris la parole. Il a expliqué ce que ces formulations impliquaient juridiquement. Les conséquences d'une mention d'incapacité non étayée.
les risques pénaux en cas de tentative d'abus de faiblesse. À ce moment précis, j'ai vu le visage de Laurent changer. Son sourire s'est figé, sa main a cessé de jouer avec son stylo. Je n'ai jamais parlé d'abus, a-t-il tenté, d'une voix trop rapide. Le notaire a levé les yeux. Les documents parlent d'eux à même. J'ai alors sorti mon carnet. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir longtemps. J'ai cité les phrases exactes prononcées lors du premier rendez-vous. Les mots, formalité, à votre âge, incapacité, temporaire. Je n'élevais pas la voix. Je ne tremblais pas. J'énonçais. Laurent a dégluti. Pour la première fois, il ne regardait plus Claire, mais les feuilles devant lui. Ah, Claire, elle, a pâli. Elle semblait découvrir l'ampleur de ce qui avait été engagé en son nom. J'ai senti une douleur sourde me traverser. C'était ma fille, après tout, mais je ne l'ai pas laissée m'arrêter. La clarté exige parfois une fermeté qui fait mal. Le notaire a poursuivi, méthodique. Il a demandé pourquoi une telle mention avait été rédigée sans expertise médicale. Pourquoi la procuration était générale et non limitée. Pourquoi certaines simulations de transfert avaient été préparées, avant toute signature. Chaque question était précise. Chaque silence de Laurent pesait davantage. C'est à cet instant que j'ai vu la peur. Pas une panique spectaculaire. Une peur contenue, calculée, celle de quelqu'un qui comprend que le terrain lui échappe. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a repris la parole. Il y a eu un malentendu. Nous voulions aider. Aider. Le mot est tombé à plat. J'ai parlé une dernière fois. Aider quelqu'un, ce n'est pas décider à sa place. Ce n'est pas écrire son incapacité. Ce n'est pas préparer les transferts sans consentement. J'ai marqué une pause. J'ai 60 à 14 ans. Je sais lire. Je sais comprendre. Et je sais me défendre. Le silence qui a suivi a été dense. Le notaire a conclu en rappelant les mesures déjà prises, révocation de toute procuration, sécurisation des comptes, traçabilité des démarches. Il a ajouté, d'un ton neutre, qu'en l'état, aucune suite ne serait engagée si tout s'arrêtait là. Une porte ouverte, mais étroite. Laurent a acquiescé trop vite. Il a promis que tout serait annulé, que rien n'irait plus loin. Sa voix n'avait plus rien d'assuré. Elle était basse, presque suppliante. J'ai su alors que le dossier avait fait son œuvre. Ah, sans cri, sans menace, par la simple force des faits. En sortant, Claire m'a regardé. Ses yeux étaient humides. Je n'ai rien dit. Il y a des vérités qui demandent du temps pour être regardées en face. Dans le couloir, Laurent a baissé les yeux. Ce geste, infime, a scellé ce que je venais chercher, la fin de l'arrogance. Dehors, l'air de Reims était vif. J'ai respiré profondément. Je n'avais pas gagné contre quelqu'un. J'avais repris ma place. Et je savais que, désormais, toute tentative se heurterait à ce dossier, clair, complet, irréfutable. Ce jour-là, mon gendre a tremblé devant le dossier. Et moi, je suis rentrée chez moi droite, calme, certaine d'une chose, la vérité, lorsqu'elle est préparée avec méthode, n'a pas besoin de hausser la voix pour s'imposer. Après cette confrontation, tout s'est dénoué plus vite que je ne l'aurais cru. Non pas dans le fracas, mais dans une succession de retraits discrets, de gestes annulés, de silences qui remplaçaient les certitudes d'hier. Le dossier avait fait ce qu'aucune discussion familiale n'avait jamais réussi à faire. Il avait remis chacun à sa place. Laurent a cessé d'appeler. Les messages qu'il envoyait auparavant, polis mais insistants, ont disparu. J'ai appris plus tard, par une connaissance commune, qu'il avait demandé à faire le point avec ses conseillers. Cette formule m'a fait sourire. Elle signifiait surtout qu'il recalculait ses risques. Désormais, chaque pas qu'il ferait serait tracé. Chaque mot pourrait être relu. Et cette perspective le rendait prudent. Claire, elle, est restée silencieuse pendant plusieurs jours. Un silence différent de ceux que j'avais connus. Il n'était plus défensif. Il était lourd, chargé de questions qu'elle n'osait pas encore formuler. Quand elle m'a enfin appelé, sa voix était hésitante. Elle ne cherchait pas à convaincre. Elle voulait comprendre. Nous avons parlé longtemps. Pas de reproches, pas d'accusations. Je lui ai raconté ce que j'avais ressenti à Reims, ce que signifiait pour moi cette mention d'incapacité, ce qu'elle impliquait concrètement. Je lui ai dit aussi ma douleur face à son silence, plus blessant que les manœuvres de son mari. Elle a pleuré. Je l'ai laissé pleurer.
Je n'ai pas cherché à la consoler trop vite. Certaines larmes ont besoin de tomber jusqu'au bout. La famille a réagi à sa manière, comme toujours. Les avis se sont multipliés, souvent sans connaître les faits. Certains parlaient de malentendus, d'autres de prudence excessive. Je n'ai rien expliqué publiquement. Je ne devais rien à personne. Le dossier existait. Il suffisait. Ceux qui avaient besoin de comprendre trouveraient leur chemin. À distance, j'observais l'équilibre familial se réorganiser sans moi. Et, pour la première fois, je ne me sentais ni coupable ni responsable de ce qui se passait. J'avais longtemps cru que ma présence était nécessaire pour maintenir la paix. Je découvrais qu'elle avait surtout servi de tampon. En me retirant, je laissais les tensions apparaître là où elles devaient être traitées. Les semaines ont passé. J'ai reçu une confirmation écrite. Toute procuration était officiellement annulée. Les documents retirés, les démarches stoppées. Rien de spectaculaire. Juste des phrases claires, datées, signées. Cette sobriété administrative m'a procuré un apaisement profond. La loi avait fait son travail, sans bruit. Je sentais aussi quelque chose changer en moi. Une vigilance nouvelle, mais sans crispation. Je n'étais pas devenue méfiante envers le monde. J'étais devenue attentive à mes limites. Je ne justifiais plus mes décisions. Je les annonçais, simplement. Et cette simplicité désarmait plus sûrement que n'importe. Quelle colère! Claire est venue me voir un dimanche. Nous avons bu un café dans la cuisine. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle redécouvrait l'endroit. Je ne savais pas, a hâté à elle répéter. Je lui ai répondu que savoir n'est jamais immédiat, que l'on apprend parfois trop tard, et que l'essentiel est ce que l'on fait ensuite. Nous n'avons pas parlé de Laurent. Pas encore. Il y avait d'autres choses à réparer d'abord. De mon côté, j'ai repris des habitudes abandonnées. Des promenades longues, sans but. La lecture, l'après-midi. L'écriture, non plus pour consigner des preuves, mais pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Mon carnet ne servait plus à me défendre. Il me servait à me comprendre. Il m'arrivait encore de ressentir une fatigue sourde. Le corps garde la trace des tensions passées. Mais cette fatigue n'était plus mêlée d'angoisse. Elle ressemblait à celle qui suit un effort juste, nécessaire. Je savais que j'avais tenu, que je n'avais pas cédé à la facilité du silence complice. En observant les conséquences de cette affaire, je n'éprouvais ni triomphe ni amertume excessive. Seulement une lucidité calme. Les tentatives d'emprise se nourrissent de confusion et de retenue. Elles se dissipent quand on oppose des faits, des règles et une présence ferme. Je comprenais aussi que ce que j'avais fait dépassait ma situation personnelle. C'était un message silencieux, adressé à tous ceux qui confondent l'âge avec la faiblesse. À tous ceux qui croient qu'une mère finira toujours par céder pour préserver l'harmonie. Mais ce chapitre se refermait sans éclat, mais sans retour possible. Je n'étais plus la femme qu'on convoque pour signer. J'étais celle qui choisit quand parler et quand se taire. Et, dans ce retrait assumé, je sentais une force nouvelle. Celle de ne plus être entraînée dans les arrangements des autres. La famille continuait d'exister, autrement. Moi aussi. Et, pour la première fois depuis longtemps, ces deux réalités n'étaient plus confondues. Le nouveau départ n'a pas pris la forme d'une rupture spectaculaire. Il s'est installé par petites touches, presque timidement, comme une habitude qu'on apprivoise après une longue période de tension. Une fois les démarches terminées, les confirmations reçues, je me suis retrouvée face à un silence différent. Un silence sans menace, sans attente cachée, un silence respirable. J'ai commencé par réorganiser mon quotidien. Rien d'extraordinaire. Me lever sans consulter mon téléphone immédiatement. Prendre le temps du petit à déjeuner. Sortir marcher, même quand le temps n'y invitait pas. Ces gestes simples avaient quelque chose de réparateur. Ils me rappelaient que ma vie ne se résumait pas à un dossier, aussi lourd fût-il. J'ai fait un tri dans mes papiers, mais aussi dans mes relations. Certaines personnes ont disparu dès la même, sans explication. D'autres sont restées, discrètes, constantes. J'ai appris à ne plus interpréter ces mouvements comme des abandons. Ils étaient des ajustements naturels, nécessaires. Tout ne doit pas durer pour être vrai. Claire est venue plus souvent. Nos échanges étaient encore fragiles, prudents. Nous évitions certains sujets, par respect, mais aussi par fatigue. Je sentais chez elle une forme de culpabilité mêlée de confusion. Je n'ai pas cherché à la soulager. Ce travail lui appartenait. De mon côté, je faisais le mien. Rester ouverte, sans me nier. Un jour, elle m'a demandé comment j'avais fait pour tenir.
Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. Puis j'ai dit simplement, j'ai arrêté de vouloir arranger les choses à ma place. Elle a hoché la tête. Je ne sais pas si elle a compris pleinement, mais la question était déjà un pas. J'ai repris goût à des choses que j'avais mises de côté. La lecture, surtout. Des livres que je laissais ouverts sur la table, sans obligation de finir. L'écriture aussi, par moments. Pas pour témoigner, pas pour convaincre. Pour déposer. Les mots me permettaient de relier ce que j'avais vécu à ce que je devenais. La maison, elle, a retrouvé un autre rythme. Je n'y ressentais plus cette tension sourde, cette impression d'être observée ou évaluée. Chaque pièce reprenait sa fonction simple. Accueillir, abriter, reposer. J'ai même déplacé quelques meubles, comme pour marquer physiquement ce changement intérieur. Ce n'était plus un lieu à défendre. C'était un lieu à habiter. Il m'arrivait encore de penser à Laurent. Pas avec colère, avec une distance lucide. Je savais que ce qui s'était passé à Reims laisserait une trace, pas seulement pour lui, pour moi aussi. Mais cette trace n'était pas une blessure ouverte. C'était une cicatrice, ferme, rappelant une limite franchie et désormais restaurée. La solitude, que j'avais tant redoutée autrefois, se révélait différente. Elle n'était plus un manque, mais un espace. Je pouvais y inviter qui je voulais, quand je le voulais. Ou la garder pour moi. Cette liberté nouvelle me surprenait encore parfois, comme un privilège qu'on découvre tard. Je me suis surprise à rire à nouveau, sans calcul. À parler, sans anticiper les réactions. À dire non, aussi, sans fournir de justification interminable. Ces petits actes étaient, en réalité, des victoires silencieuses. Ils prouvaient que quelque chose s'était déplacé durablement en moi. Je savais que tout n'était pas réglé. Les liens familiaux ont leur propre inertie. Les blessures mettent du temps à cicatriser. Mais je ne vivais plus dans l'attente d'une reconnaissance ou d'un pardon venu de l'extérieur. J'avais cessé de négocier ma place. Ce nouveau départ n'était pas un effacement du passé. Il était une intégration. J'acceptais ce qui avait été, sans le laisser définir ce qui venait. Je n'avais plus besoin de prouver que j'étais capable, lucide, digne, je le savais. En regardant par la fenêtre, un soir, j'ai pensé que cette tranquillité avait un prix. Celui d'avoir osé rompre avec certaines illusions. Celui d'avoir accepté de décevoir, pour me respecter. Ce prix-là, je pouvais le payer sans regret. La vie continuait. Simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle m'appartenait pleinement. Il y a des victoires qui ne se célèbrent pas. Elles ne donnent lieu ni à des toasts, ni à des accolades, ni même à des mots définitifs. Elles s'installent en silence, dans la durée, et se reconnaissent à une chose simple, on respire mieux. Aujourd'hui, quand je repense à Reims, au bureau trop blanc, au dossier posé sur la table, je ne ressens plus cette crispation dans la poitrine. L'image s'est éloignée, comme une scène que l'on aurait regardée de trop près et qui, avec le recul, révèle enfin sa logique. Ce n'était pas seulement une tentative administrative. C'était une manière de me faire disparaître sans bruit. Et j'ai compris, à temps, que disparaître ainsi aurait été une forme de mort civile. Je ne suis pas devenue méfiante pour autant. Je ne soupçonne pas chaque geste, chaque parole, mais je ne confonds plus bienveillance et dépossession. J'ai appris, parfois dans la douleur, que l'amour familial n'excuse pas tout, et qu'il ne donne pas le droit de décider à la place de l'autre. Cette lucidité-là, personne ne pourra plus me l'enlever. Claire et moi avançons autrement. Rien n'est totalement réparé, et je n'attends plus une réparation parfaite. Nous parlons davantage. Nous nous taisons aussi, parfois. Mais ces silences-là ne sont plus lourds de non dits. Ils sont prudents, respectueux. Elle sait désormais que je ne suis pas une figure qu'on déplace selon les besoins, mais une personne entière, capable de dire oui comme de dire non. Et ce savoir change tout. Quant à Laurent, je ne cherche plus à comprendre ce qu'il pense de moi. Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il a compris une chose essentielle. Je ne suis pas un dossier qu'on manipule, ni une signature qu'on obtient par lassitude. Le jour où il a baissé les yeux devant les documents, ce n'était pas moi qu'il regardait. C'étaient les limites qu'il avait tenté de franchir. Les prodiges. Je continue à vivre simplement. Je n'ai pas changé de ville, ni de vie du tout au tout. J'ai changé de posture. Je me tiens droite, intérieurement. Je n'explique plus mes choix, comme si j'avais à me justifier. Désister. Je décide. Et quand je doute, je prends le temps de comprendre avant d'agir. Ce temps-là est devenu mon allié.
Il m'arrive encore de ressentir une forme de mélancolie, non pas celle de l'échec, mais celle des illusions perdues. J'aurais aimé croire que la transmission se faisait naturellement, sans rapport de force. J'aurais aimé penser que l'âge protège. Mais je sais aujourd'hui que la dignité ne vient ni de l'âge ni du rôle. Elle vient de la capacité à dire stop au moment juste. Si je raconte cette histoire, ce n'est pas pour régler des comptes. C'est pour laisser une trace discrète, mais ferme, pour celles et ceux qui se sentent glissés doucement hors de leur propre vie, sous couvert de bonnes intentions, pour ceux à qui l'on dit « c'est pour ton bien » quand il s'agit surtout de leur enlever le contrôle. On croit souvent que parler fort est la seule manière de se défendre. J'ai appris l'inverse. J'ai appris que préparer, observer, noter, comprendre, puis agir avec méthode peut être infiniment plus efficace que n'importe quelle explosion. Le calme n'est pas une faiblesse quand il est choisi. Il devient une stratégie, presque une protection. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être des jours paisibles, peut-être encore des épreuves. Mais je sais une chose. Je ne me laisserai plus réduire au silence, par peur de déranger, ni par amour mal placé. J'ai payé trop cher pour cette leçon pour l'oublier. Et si je devais transmettre un seul message, sans colère ni amertume, ce serait celui-ci. On peut se taire longtemps par habitude, par loyauté, par fatigue. Mais il existe un silence différent, celui qui se tient droit, qui observe, qui prépare, celui qui protège au lieu d'effacer. Le silence peut aussi être une forme de justice.